Oui, effectivement, il y a une difficulté, c'est que François Bayrou a été nommé il y a 2-3 semaines et il doit faire face à des difficultés majeures, une multiplication des crises. Une crise à Mayotte, donc une crise sur les territoires d'outre-mer, une crise sur le territoire national, et on se rappelle que Gabriel Attal, lorsqu'il avait été nommé il y a un an, faisait face au même défi qui est celle du crise agricole. Il doit faire une crise également à l'Assemblée nationale parce qu'il n'y a toujours pas de majorité et on voit mal comment on pourrait constituer une majorité absolue dans les prochaines semaines. Donc François Bayrou a plusieurs fronts, il doit essayer de déminer les fronts un par un pour éviter d'avoir ce qu'on appelle une coagulation des luttes et que toutes les luttes s'agglomèrent pour lui faire face à lui et éventuellement provoquer sa chute. Donc il doit lutter sur chacun des fronts. Il a à peu près réglé Mayotte, même si il y a toujours des sujets à faire, mais j'ai l'impression que la nomination de Manuel Valls, plus les mesures d'urgence annoncées, vont permettre de débloquer la situation, même s'il y a toujours des défauts parce que les élus locaux ne sont pas contents. Là, on arrive sur le vrai sujet. Comment on fait sur la question de la crise agricole? Parce que la crise agricole est profonde. C'est-à-dire que lorsque vous parlez aux agriculteurs, notamment les sujets qu'ils évoquent, c'était que le modèle est en crise, notamment parce que les agriculteurs font face à ce qu'on appelle une concurrence déloyale. Pourquoi est-ce qu'ils font face à une concurrence déloyale? Depuis qu'on est rentré dans l'Union européenne, la France, qui était à peu près en situation autarcique sur les questions agricoles, apportait uniquement 28 milliards d'euros de produits agricoles en 2000 et apporte maintenant à peu près 50 à 60 milliards d'euros de produits agricoles. Donc c'est à peu près 28 à 30 milliards d'euros qui sont des manques à gagner pour les agriculteurs. Et ce manque à gagner n'a pas été compensé par la baisse du budget de la PAC et surtout par un niveau de vie qui est déclinant. Quand vous parlez à un agriculteur aujourd'hui, il travaille à peu près en moyenne 53 heures par semaine pour gagner environ 1 400 euros par mois. Donc on peut comprendre que beaucoup de personnes... Cette colère, le fait de ne pas y voir. Ils sont mécontents. Et surtout, ils n'ont pas de perspective. Alors j'allais vous poser la question. Dire deux vérités. La première, c'est que la France n'a pas beaucoup de pouvoir sur le sujet, dans la mesure où en fait une grande partie des décisions sont prises à l'international. Aujourd'hui, quand vous êtes agriculteur, vous êtes dépossédé de votre moyen. C'est-à-dire que les grands cours sont négociés au marché à Chicago. Les grandes décisions sont prises à Bruxelles et les grandes décisions de négociation sont prises entre la grande distribution et le gouvernement à Bercy. Donc aujourd'hui, lorsque vous êtes agriculteur lambda, vous avez très peu de pouvoir sur les marges de négociation. Le deuxième point, et il faut quand même le rappeler, c'est que on est en crise de modèle parce qu'on a un problème de compétitivité. C'est-à-dire que la crise agricole vient du fait qu'en fait nos produits sont moins compétitifs que les produits qui sont importés. D'une part, ils sont moins compétitifs en raison du coût du travail qui est moins élevé dans les autres pays, en Espagne et dans les pays d'Europe de l'Est, notamment en Pologne. Et l'autre point aussi qui est important, c'est qu'on fait face à une concurrence déloyale à cause des normes. C'est-à-dire qu'en fait, les produits qu'on importe sont pas exactement sur les mêmes normes que les normes d'agriculteurs français. Je ne pense pas qu'ils demandent des aides supplémentaires. Ce qu'ils demandent, c'est pouvoir se battre contre la concurrence à peu près à un niveau loyal et à un niveau normal. Et ils ne doivent pas faire face à des concurrences qui sont de plus en plus déloyales et de plus en plus contre leurs intérêts. En manquant de François Bayrou. Je pense que déjà, il peut avancer la date de réunion. C'est-à-dire qu'il peut dire que la réunion du 13 janvier est avancée pour pouvoir prendre en compte la colère du monde agricole. Et ce serait à peu près cohérent avec le discours qu'il a tenu lors des questions au gouvernement, lorsqu'il a dit qu'il a privilégié Pau, le conseil municipal de Pau, à Mayotte. S'il reste cohérent avec lui-même, il dit qu'il incarne la France profonde. À ce moment-là, s'il a l'incarnation de la France profonde, il doit écouter la colère du monde agricole. Et s'il ne le fait pas? S'il ne le fait pas, je pense qu'il aura un problème parce qu'il aura une coagulation des luttes. C'est-à-dire qu'il va arriver avant son discours de politique générale avec quand même une éventuelle fronde à Mayotte, une fronde sur le monde agricole, et à l'Assemblée nationale, de plus en plus d'opposition vont se dire que c'est le bon moment de le faire tomber. Donc moi, j'éviterais de baisser en cote de popularité davantage qu'il ne l'est actuellement. Donc là, il doit agir dans les heures qui arrivent. Le but, à chaque fois, c'est d'éliminer les fronts pour faire en sorte que les fronts s'accumulent. Sinon, plus les fronts s'accumulent, plus vous donnez d'arguments à Olivier Faure et à Marine Le Pen de le censurer en disant le gouvernement est impopulaire, nos électeurs nous demandent de le censurer, donc on le fait tomber. Je pense qu'il doit éviter ça. Ensuite, après, sur les réponses structurelles, les réponses plus profondes, il a un point. C'est comment faire pour que la France puisse symboliquement s'opposer à la décision d'Ursula von der Leyen de signer l'accord du Mercosur et de le faire adopter. On a vu qu'en fait, la censure du gouvernement Barnier avait incité Ursula von der Leyen à signer l'accord avec le Mercosur, parce que la France était affaiblie sur la scène européenne dans la mesure où on n'avait pas de gouvernement, et ça avait provoqué une colère du monde agricole, on se le rappelle, des agriculteurs avaient tagué des permanences de députés du Rassemblement national. Donc dessus, il peut dire que la France a besoin de stabilité, et que pour ça, il vaut mieux que son gouvernement reste en place pour pouvoir répondre efficacement à Ursula von der Leyen. Mais pour ça, il faut qu'il trace une feuille de route. Une feuille de route sur la scène européenne sur comment il s'oppose à l'accord, comment il fait en sorte que l'accord ne soit pas ratifié par les 27 pays et par la France également. Et ensuite, après, comment lui fait pour répondre aux questions profondes sur la crise agricole que je vous citais, la crise de production, la crise des salaires, la crise des vocations et la crise de modèle. Alors, est-ce que c'est pas un début de réponse d'avoir de l'économie et du budget rencontre le Parti socialiste? Qu'est-ce qui va se négocier ici? Alors, Éric Lombard avait été soutenu par Olivier Faure au poste de Premier ministre. Donc, c'est un interlocuteur idéal pour négocier avec le Parti socialiste. Et c'est une des raisons pour lesquelles François Bayrou
l'a mis à Bercy, parce qu'il est en capacité Éric Lombard, ministre de l'économie. Ministre de l'économie, ancien conseiller de Michel Sapin, ancien ministre des Finances de François Hollande. Donc, il sait à peu près parler aux socialistes et il comprend ce qui se passe dans un parti socialiste. Il y a deux sujets qui sont essentiels pour tout ministre de l'économie et pour faire passer le budget. Le premier, il est d'ordre politique, c'est-à-dire que actuellement, vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée nationale. Soit vous obtenez un accord de non-censure avec le Parti socialiste, soit vous obtenez un accord de non-censure avec le Rassemblement national. Donc il faut choisir une des deux voies et forcément, ce n'est pas les mêmes choses sur le plan économique et sur le plan idéologique. François Bayrou, lui, Michel Barnier. Officiellement, un autre chemin est possible si François Bayrou et Emmanuel Macron acceptent de renoncer à la réforme des retraites, en tout cas la suspendre, voire l'abroger. Et si par cas ils refusent de le faire, je pense que l'autre chemin ne sera pas possible et que, in fine, François Bayrou n'aura pas le choix, il devra négocier avec Marine Le Pen. Voilà, au bout du chemin, Marine Le Pen. Elle est très attendue, figurez-vous, Marine Le Pen, à Mayotte, où elle se rendra demain. On va rappeler également qu'elle a fait des scores assez importants à Mayotte, très importants même, lors de la dernière présidentielle. Second tour, 49,1%. Premier tour, elle a fait 47%. C'était énorme, énorme. Donc demain, c'est important pour elle. Elle se rend à Mayotte. Et justement, sur cette question de Mayotte, tenez, on voit les scores qu'elle a fait. 43% au premier tour, 59,1% des voix au second tour. Effectivement, elle avait tout raflé sur son passage. Et au moment du vote très attendu, vous savez, le vote sur la loi spéciale, qui, on le rappelle, a été reportée. Ça devait se voter mercredi. Ouais. C'est reporté d'ici la fin du mois. Ouais. Elles doivent essayer de trouver un terrain d'entente. Marine Le Pen a trouvé le moyen d'avoir un espace. Il faut quand même le rappeler, les deux crises sont quand même liées d'une manière ou d'une autre. La crise agricole est poussée par la coordination rurale qui est considérée comme proche du Rassemblement national. Là, elle a également le moyen, parce que François Bayrou n'a pas été très habile dans la gestion de Mayotte, de pouvoir exploiter son avantage et affaiblir encore plus le gouvernement Bayrou, dans la mesure où en fait il n'a pas pris en compte l'avis des élus locaux et il s'est déplacé trop tard à Mayotte, alors qu'il aurait dû apporter une réponse immédiate avec davantage de compassion. Donc elle peut exploiter son avantage. Si elle arrive à agglomérer une certaine quantité d'élus locaux, d'acteurs locaux, pour dire que François Bayrou ne répond pas aux intérêts des Mahorais, François Bayrou sera dans une difficulté énorme. C'est-à-dire qu'il aura une crise à gérer à Mayotte, une crise sur le territoire métropolitain avec la crise agricole et une crise à gérer à l'Assemblée nationale, ce qui provoquera inévitablement sa chute parce qu'on ne voit pas comment il arrivera à faire passer un budget dans ces conditions. Et à ce moment-là, Marine Le Pen a un avantage. Elle fait 46%, c'est-à-dire qu'elle va avoir l'ensemble des élus locaux en disant « Attention, vous avez les municipales l'année prochaine. Si vous voulez avoir le soutien du Rassemblement national, il vaut mieux que vous écoutiez mes positions et que vous opposiez au gouvernement Bayrou, que vous opposiez à Emmanuel Macron. » Dans le même côté, elle ne peut pas répondre, ne pas agir dans l'intérêt des Mahorais, parce qu'il y a quand même une question d'intérêt. Ils ont besoin quand même de la construction de logements, ils ont besoin d'une loi spéciale pour pouvoir établir un certain nombre de télécommunications d'eau potable et de répondre aux besoins les plus immédiats. Donc elle doit trouver un entre-deux entre répondre à la loi spéciale en disant que ça permet de mettre un bon point de départ, mais dire que ça répond pas aux problèmes de fond de Mayotte, et c'est un gouvernement qui a laissé en fait les Mahorais à l'arrêt depuis 7 ans et que c'est pas dessus qu'il faut compter. Donc elle va dire que c'est plutôt une bonne chose, mais je pense qu'elle va proposer des amendements histoire de piéger François Bayrou, notamment sur la question migratoire. Merci beaucoup William T d'avoir été avec nous, de nous avoir aidés et voir plus clair sur